Il y a aussi les maladies, les fistulations, qui sont des problèmes de fuite de la vessie. Avec le temps, ça devient très grave pour une jeune fille. Être femme, c'est être mère, être mariée. Être mère, on ne peut pas être mère à 13 ans, on ne peut pas être mère à 9 ans. Même si j'ai 18 ans, moi, je ne peux pas me comparer à une fille qui a déjà un enfant et qui a 18 ans. Parce qu'elle est déjà une mère, elle est différente de moi. Vous ne pouvez pas prendre un enfant de 9 ans et lui dire tu vas être femme au foyer, elle ne sera pas en mesure. Elle n'a pas toutes les capacités mentales pour être une mère, pour assurer à bien la promotion d'une famille. On a la déscolarisation. La déscolarisation, on dit c'est vrai, il y a des filles qui parviennent à aller à l'école et à faire être une bonne mère de famille. C'est très rare. Quand tu commences quelques temps un peu avant, il dit oui, tu vas fréquenter, t'en fais pas, tu vas fréquenter chez moi. Mais avec le temps, ça devient plus facile. Tu dois être mère, tu dois faire la lessive, tu dois faire toutes les tâches ménagères et tu dois réviser tout ça quand c'est pas possible. Et aussi, on va maintenant parler de quelques solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes? On a d'abord la sensibilisation. Ça passe par quoi? Ça passe par moi. Ça passe par la jeune fille, ça passe par le jeune garçon. On doit sensibiliser chacun. Par quoi? Il y a des émissions radio, on peut faire des diffusions, on peut faire des films, des courts-métrages sur les réseaux sociaux pour que les gens prennent compte de l'ampleur de la chose, pour que les gens se rendent compte des réalités poignantes qui sont associées à ces mariages précoces et à cette déscolarisation de la jeune fille. On doit mettre en place des lois qui veillent à la protection de la jeune fille ou bien renforcer les lois qui existent déjà. Et on doit mettre en place des punitions au genre des amants et qu'on va infliger à des parents qui ne laissent pas leur jeune fille aller à l'école. Parce que bien qu'on dise qu'il y ait des lois, chacun se voit à ne pas respecter la loi et les gens sont là, il n'y a pas, tout est fait dans un cadre d'impunité. Il faut qu'on mette en place des lois qui punissent les parents qui refusent que les jeunes filles aillent à l'école. Et on doit créer des idoles femmes, on doit créer des modèles, s'il vous plaît. Que moi je fréquente pour ressembler à quelqu'un. Que je rentre chez moi au Cameroun et que je dise, moi, voici, j'ai réussi. Que si tu fais comme moi, voilà ce qui t'attend. On va parler de toi. Quand tu vas parler, on va t'écouter. Parce que tu dis quelque chose de bien. Il faut qu'on mette en face des figures qui représentent la jeune fille. On peut citer entre autres l'artiste béninoise, Angélique Kidjo, qui, en chaque circonstance, n'hésite pas de faire prôner les droits de l'enfant, de faire prôner les droits de la femme. Et pour savoir, ça marche. Au Mozambique, il y a aussi des associations, grâce à la force des ONG, les mariages précoces ont pu être supprimés. Si je veux revenir tantôt à ce que je dis, on doit s'éloigner de cette conception qui associe toujours la femme à celle qui doit faire le ménage, la femme à celle qui doit faire les travaux champêtres, la femme à celle qui doit être à la cuisine, s'il vous plaît. Les choses ont changé. Maintenant, les hommes veulent des femmes qui vont faire 50%. Vous tous qui fréquentez, personne ne va épouser une fille qui n'a pas fait l'école, ça c'est sûr. Si je paye l'eau, il faut qu'elle paye la lumière, ça c'est sûr. La fille doit présenter, être avec un diplôme. Être une femme, c'est participer au développement de ma société. Je suis citoyen d'une société. Je dois participer au développement de ma communauté. Je dois être instruite. Et si je suis instruite, ça n'empêche pas que je me marie. Je serai épanouie en tant que femme et en tant que participante à la vie de ma société. Pour les hommes, vous devez plus voir les femmes juste comme des femmes à épouser. Vous devez voir les femmes comme une associée au développement du pays, au développement de la nation. Nous tous, nous devons être des féministes. Être féministe, c'est quoi? C'est pas être comme moi et parler au nom des femmes. Être féministe, c'est reconnaître
que la femme, tout comme moi, elle peut participer au développement de la société. S'il vous plaît, tout ce pas me dire que les hommes, à vous seuls, vous allez assurer le développement des nations. Si vous nous épousez, je sais que nous, on ne fait rien. Il y a des femmes qui vont s'occuper que vous. Ça, c'est sûr. On va mettre, et aussi ce débat de l'égalité de femmes, on va le mettre au niveau de tous. Les parents aussi doivent être au courant, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'ignorance. Les parents ne sont pas conscients de ce qui implique un mariage forcé pour une jeune fille de 16 ans. Les parents doivent aussi être sensibilisés. On va toucher le mal à la racine. Les parents doivent être au courant de ce que cette inégalité, cette incompréhension de la notion du mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tout ce qui change, le mariage c'est un contrat. On sait quoi un contrat? Un contrat c'est un accord entre deux personnes majeures, s'il vous plaît. Et deux personnes majeures, et fait en tout état de conscience. Donc c'est quelque chose qui est volontaire, où on prend l'acquis tous les deux. Nous sommes majeurs, on se marie, et c'est avec le consentement de chacun. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et il y a aussi un problème de contextualisation de la religion. Comme je disais tantôt, dans la religion musulmane, on dit le prophète, il a épousé la jeune fille de 9 ans, s'il vous plaît. Quand il a épousé la jeune fille de 9 ans, il l'a éduquée avant de passer à tout ce qui implique une vie de foyer. Les gens n'ont pas compris que la femme d'hier n'est plus la femme d'aujourd'hui. Dans les temps passés, la femme d'hier, c'était pas les mêmes conditions de vie, c'était pas les mêmes façons en fait. La femme d'hier à 9 ans, elle avait atteint un état d'esprit, ce n'est plus la même qu'aujourd'hui. À 9 ans aujourd'hui, la fille, elle est fragile s'il vous plaît. À 13 ans, à 14 ans, même à 18 ans, c'est toujours un enfant. Les gens ne vont pas dire que si je pose une fille de 9 ans, elle peut être comme ça. S'il vous plaît. On va terminer tout juste en disant qu'on doit avoir un regard critique de nos religions, de nos cultures, de nos traditions. La tradition, c'est pour le bien de tous, c'est pour le bien commun. On a des réalités, on a des valeurs africaines qu'on a protégées depuis longtemps, mais le problème, c'est qu'il faut faire bon usage de la tradition et de la religion. Il faut mettre les choses dans le bon cadre. Hier, en venant, je pense, à l'aéroport, j'ai suivi une vidéo des terroristes. Vous savez qu'on a créé dans la sous-région le G5 Sahel, n'est-ce pas? Bon, les terroristes, hier aussi, ont créé le G5 Sahel. Sincèrement, ils se sont réunis et disent, ok, comme les Africains ont créé le G5 Sahel pour nous combattre, nous aussi, on crée le G5 Sahel pour les terroriser. Et vous voyez, non, et vous voyez jusqu'où l'insécurité a pris au fait. Donc maintenant, le Sahel a une montée en puissance des organisations terroristes qu'il faudra bloquer. Il y a l'immigration forcée. Ah oui, quand vous voyez nos frères qui sont en Libye et autres là, qui décident ou qui veulent arriver coûte que coûte en Europe là, des fois, c'est pas parce que seulement ils ont du travail, c'est parce qu'ils ont peur de mourir. Donc il y a d'autres qui préfèrent mourir dans la mer que de mourir effectivement sous des bombes terroristes et autres. Ils ne sont pas pourquoi, c'est pour ça qu'on appelle, on a décidé d'appeler ça l'immigration forcée, parce qu'ils vont, je suis sûr qu'ils vont à contre-cœur. S'ils ont aujourd'hui une bonne justice sociale, ils ont une bonne paix là, durable, je pense qu'ils vont rester chez eux et développer leur pays. Vous avez l'ingérence encore des puissances occidentaux comme conséquence. Ah oui, ça donne encore plus de raisons au pays du Conseil de sécurité, parce que tout à l'heure on parlait du Conseil de sécurité de l'ONU. Non, et ça les arrange. C'est le bon moment pour vendre des armes. Et à qui on vend ces armes? On vend les armes aux États et aux terroristes. Vous vous êtes jamais demandé comment les terroristes sont armés? Comment ils arrivent à mettre en déroute des puissances militaires? Ah oui, c'est parce qu'effectivement, ils ont les moyens de se procurer des armes. Et ces armes-là, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Ces armes sont fabriquées effectivement à l'extérieur. Vous voyez? Donc, derrière ce prétexte d'aide humanitaire, parce que quand la France intervient au Mali ou en Libye, ce n'est pas forcément parce qu'il faut apporter une aide humanitaire. Non, non, non. Il faut contrôler ou bien il faut briser. C'est comme ça. Et jusque-là, tant qu'il n'y aura pas de paix au Mali, l'ONU va rester au Mali.
l'ONU va rester en Centrafrique, l'ONU va rester au Darfour. C'est de l'argent, c'est toujours de l'argent, c'est toujours de l'argent. C'est l'argent de l'Afrique qui passe par l'Europe, qui passe par les Nations Unies et qui revient encore en Afrique, autrement. Donc c'est un autre promesse triangulaire qui est fait. Voilà. Il y a le déséquilibre économique. Effectivement, ça crée un déséquilibre économique parce que les zones touchées par ces conflits n'ont pratiquement pas accès à tous les avantages éducatifs et économiques. Quand on regarde le Niger avec la zone de Difa, effectivement, nous avons plusieurs. Difa à l'époque, c'était une très grande zone d'élevage qui n'existe plus. Quand tu regardes Kidal, effectivement, aujourd'hui, c'est la même chose, je pense, au Mali. Et dans le nord du Burkina, tout le monde fuit ces régions-là. Voilà, donc ça crée un déséquilibre économique. La multiplication des réseaux aussi de trafiquants. Ah oui, la zone de Sahel aujourd'hui est ce qu'on appelle, je pense bien, la Colombie d'Afrique. S'il devrait avoir Pablo Escobar actuellement en vie, il devrait être au Sahel. Parce qu'il y a une montée en puissance des trafiquants de drogue et d'armes. Non, sincèrement, tout le trafic de la sous-région aujourd'hui passe par le Sahel parce qu'effectivement, les puissances n'arrivent pas à gérer la sécurité. Donc, nous avons la violation des droits humains, nous avons les conflits intercommunautaires, comme ça se passe actuellement au Mali et dans les autres pays, dans les autres pays concernés. Vous avez l'amalgame, c'est surtout l'amalgame. L'amalgame, c'est quoi? C'est oublier que ton frère aujourd'hui a été ton frère hier. C'est le traité de terrorisme parce qu'il est clair ou parce qu'il a une barbe. Quand tu vas aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tu vas à l'étranger aujourd'hui à cause de ta barbe là, tu seras fiché S. Et ce n'est pas bien. Vous avez l'expansion de la délinquance et la fragilisation des États. Donc là, je vais passer au dernier point, c'est les solutions. Donc les meilleures solutions pour contrer l'insécurité dans le Sahel, c'est de prôner la bonne gouvernance. Poussons nos dirigeants à appliquer cette bonne gouvernance. Elle va aboutir à des investissements, à la recherche scientifique pour la résolution de ces problématiques, à la sensibilisation surtout, à l'éducation. Quand il y a bonne gouvernance, il y a une meilleure éducation. À la meilleure formation militaire, surtout. Parce qu'un militaire qui n'est pas bien formé, là, vous avez beau lui donner beaucoup d'armes, il devient un terroriste. Ah oui, il devient pire même qu'un terroriste. Donc, effectivement. Donc, il faut aussi comme solution une meilleure implication de la société civile. Nos différentes sociétés civiles devraient mieux s'impliquer pour la sensibilisation, en fait, pour apporter des solutions sur le terrain. Vous avez la création d'emplois. Il faut créer de l'emploi pour éviter à ces jeunes d'aller ou de se radicaliser. Il faut prôner une meilleure diplomatie. Pas de bons diplomates, parce que la guerre, les armes n'aboutissent forcément pas à la paix. La solution n'est pas forcément militaire, elle est peut-être diplomatique. Donc voilà, il faut exhorter ce sujet. Et la réinsertion sociale pour finir. Voilà, monsieur. Nous allons passer Vous êtes un rapporteur, je suis là pour rapporter, non pour extrapoler. Notre thème était l'immigration illégale, causes, conséquences et solutions. Nous avons parlé des causes et concernant les causes, nous avons énuméré la pauvreté. Alors la pauvreté, pourquoi? Qui dit pauvreté dit misère, qui dit misère dit problème de santé, qui dit tout quoi. Et lorsqu'il y a ce problème de pauvreté, les gens les migrants ont toujours tendance à regarder l'Europe vers l'Occident parce que là-bas il y a les meilleures conditions de vie et tout. C'est ce qui les pousse à quitter leur pays de façon illégale pour y arriver. Et avant de commencer, je vais définir ce que c'est l'immigration. L'immigration, c'est un mouvement par lequel
une personne quitte son pays pour un autre à la recherche des meilleures conditions de vie. Et lorsqu'il devient illégal, ça veut dire que ça n'entre pas dans les normes même que l'État juge être bon, c'est-à-dire avoir un passeport, être en règle avec la règle, quoi. Alors, comme autre cause, nous avons énuméré le chômage. Il est inadmissible que quelqu'un finisse de fréquenter et juste après ses études, il n'arrive pas à trouver de travail. Du coup, dû à ce problème-là, il est tenté d'aller à l'extérieur parce qu'il trouve mieux là-bas. Parce qu'il avait une certaine facilité de trouver du travail. Et on a cette immigration illégale parfois qui est aussi due à la pauvreté, comme j'ai dit précédemment. L'exploitation au commerce illégal. Ici, l'Afrique produit, mais elle ne consomme pas. Elle produit, et ce sont les Occidentaux qui viennent et fixent des prix sur ce qu'elle produit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le monopole même de ce qu'elle fabrique. Et il y a un certain commerce illégal, voire injuste même de la part de l'Occident. L'analphabétisation de l'Afrique et l'absence d'institutions compétentes en Afrique. Vous connaissez toutes les causes de l'immigration climatique aussi, c'est-à-dire la fuite de nos confrères, nos frères africains de d'autres pays parce que peut-être les conditions climatiques ne sont pas bonnes où ils se trouvent. Voilà. Je suis au niveau des conséquences. Conséquences liées à l'immigration clandestine. Il y en a plusieurs, notamment vous connaissez tous la mort. Quand vous regardez au niveau de la Méditerranée, le nombre de morts, de décès même des migrants, c'est vraiment lamentable, c'est triste. Et c'est pas, je peux dire, c'est pas pour ceux qui sont des sentimentaux. Est-ce que vous pouvez accepter voir votre frère, même père, même mère, donc héréditaire, mourir dans de l'eau parce qu'il veut partir à l'étranger et qui d'ailleurs arrive à l'étranger, qui n'est même pas sûr de trouver un travail assez conséquent. Tu pars à l'étranger, tu te retrouves en train de nettoyer les toilettes. Alors que si on te proposait ça au pays, est-ce que tu pouvais le faire? Non. Donc il y a la mort des migrants, la fuite des cerveaux. Lorsqu'on parle de façon illégale en immigration, parfois ce sont des personnes qui ont des diplômes, des doctorats, des masters, mais ils partent et l'Afrique se vide l'Afrique se vide de façon, je vais dire éducative, parce que ces personnes-là, ils ont du potentiel, ils pouvaient réaliser des grandes choses dans leur pays, mais ils se retrouvent en train de partir en Afrique et par la suite ils meurent. On a le développement du terrorisme, les maladies épidémiques dues au transit des migrants dans d'autres pays. Alors, l'exploitation également des migrants comme conséquence, c'est-à-dire comme on a pu le voir en Libye, par la traite, je peux dire la traite négrière, mais de façon vicieuse. Les solutions, nous avons recensé plusieurs solutions. Par exemple, le renforcement de l'éducation qualitative et professionnalisante. C'est-à-dire, pour les Africains qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études, par faute de moyens, l'État devrait prendre en charge de construire, par exemple, des centres de formation pour cela. Et à part, parce que tout ce qui est État, tout ce qui est étatique, tout ce qui est public est souvent moins cher et plus accessible par tous. La création d'emplois, comme tout ce matin nous avons parlé de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas toujours l'État qui crée, c'est à nous les jeunes d'être des porteurs de projets. C'est nous qui devons créer de l'emploi pour les autres. Et cela limitera à long terme le chômage et l'immigration clandestine. La promotion de la paix entre les pays africains et à l'interne afin de résoudre les conflits armés et aussi les causes dues à l'immigration. La promotion de l'état de droit par le développement des droits humains en Afrique. On a remarqué que les droits chez les Africains ne sont pas les droits chez les Africains ne sont pas respectés. L'Africain ne jouit pas pleinement de ses droits et il faudrait y remédier. Il faut également institutionnaliser certains métiers tels que la menuiserie, la plomberie, car tout métier
tous les métiers sont égaux. Il n'y a pas, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les pays européens, que tu nettoies même la maison de quelqu'un, que tu promènes les chiens, ce n'est pas ridiculisant. Tous les métiers se valent. Et également inciter les Occidentaux à investir dans les secteurs du textile, de l'industrie, car l'Afrique a les ressources, mais pas la technique. Et ce sont les Occidentaux qui ont cette technique-là. S'ils peuvent venir avec cette technique et nous aider à développer notre pays, ça sera aussi un pas pour l'immigration vers eux. Et l'Africain doit s'intéresser à la politique. Ça, c'est vraiment un point très essentiel parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, tous les jeunes, surtout en particulier, puisque l'Afrique est constituée de plus de 50% des jeunes, qui ne s'intéressent point à la politique. Or, c'est le pilier, le maillon fort pour un développement durable. Et pour conclure, l'Eldorado, ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Point. Merci. Avant de clôturer, nous allons passer au plan d'intervention. La paix intérieure, conflit, trouble, stabilité, sécurité, guerre, politique, économie, ignorance, violence, différence, compromis, pacifisme, la peur, la cohésion sociale. Alors nous avons essayé de donner une définition à la paix. La paix déjà, pour définir la paix, c'est le rapport que j'ai, pour commencer, entre vous et moi, c'est-à-dire un rapport où il n'y a pas de conflit. Et au-delà de ça, on peut encore définir la paix en disant que c'est un état de calme et de tranquillité, une absence de perturbation ou de trouble, de guerre ou de conflit. Voilà comment nous pouvons définir la paix. Et comme l'atelier précédent, tout à l'heure, on parlait de l'insécurité du Sahel, ils ont vraiment les causes que vous avez données concernant cette insécurité du Sahel, qui sont presque similaires aux nôtres, parce que voilà, ça tourne tout cela autour de la paix. Mais voilà, comme cause, qu'est-ce qui fait en sorte que voilà, on n'a pas de paix? Donc, nous, dans cette thématique, nous sommes beaucoup plus élargis, pas seulement dans un problème de Sahel, mais c'est beaucoup plus élargi. Alors, comme cause, nous avons retenu comme ceci la non-acceptation de l'autre. C'est-à-dire que, voilà, nous ne nous acceptons pas. C'est-à-dire entre frères, entre communautés, entre ethnies, entre groupes religieux, on est là tout le temps avec des préjugés, que tel est ci, tel est ci. C'est pour cela que c'est une des causes qui fait en sorte qu'il n'y a pas de paix dans nos pays, et même entre les relations humaines que nous entretenons les uns les autres. Donc il faut dépasser cela et accepter l'autre tel qu'il est, sans préjugés. Comme autre cause aussi, nous avons les conflits ethniques, comme je viens de le dire, nous avons le chômage. Le chômage fait en sorte que voilà, les personnes sont là, ils n'ont vraiment rien à faire, c'est ce qui les pousse à avoir la force pour aller combattre l'autre, tellement ils n'ont rien à faire. La famine. Oui, quand on l'a fait aussi, vraiment, c'est difficile d'accepter beaucoup de choses. L'absence de responsabilité. Nous avons l'alphabétisation, qui se traduit aussi par l'éducation. C'est-à-dire que voilà, les enfants depuis leur plus jeune âge, s'ils ne sont pas bien éduqués, je vais parler d'abord de la famille avant d'atteindre le volet académique. Ils doivent être bien éduqués, que les parents leur enseignent les règles de morale, les règles de bienséance, le savoir-vivre, le savoir-être. Accepter l'autre tel qu'il est. Parce que dès le bas âge, si les parents disent que bon voilà, cette ethnie, par exemple, nous avons toujours des problèmes avec eux, l'enfant grandira comme ça, tout en sachant que voilà, je ne dois pas accepter tel ou tel. Mais s'il est dans un climat où voilà, on le dit, voilà, il faut que tu acceptes tout le monde comme tu es, nous ne pensons pas qu'on aura des problèmes jusqu'à ce qu'il y ait une insécurité de paix. Donc par exemple, tout à l'heure je parlais de préjugés. On a des préjugés tel et ci, tel et ci. Si ce que je veux pour moi-même, je le veux pour mon prochain, je ne pense pas que j'irai le causer du tort. Parce que c'est comme si je me faisais du mal à moi-même. Donc tant que je ne fais pas du mal à l'autre, tant que je l'accepte comme je suis, comme il est, je veux dire,
je ne peux pas m'auto-mutiler, je ne peux pas accepter de me faire du mal à moi-même. Donc il faut que je veuille la même chose pour mon prochain. Et dans ce sens-là, je pense que je n'irai pas jusqu'à lui causer du tort. Donc c'est l'une des causes vraiment aussi qui font en sorte que il n'y a pas de paix dans notre pays. Les inégalités sociales, comme il l'a dit tout à l'heure, voilà, si il n'y a pas de, voilà, nous avons peut-être une inégalité. Le Nord, ici, il y a des écoles, ici, il n'y a pas d'école. Voilà, les gens peuvent se rebeller. Et tout cela concourt au fait que, voilà, nous pouvons rentrer dans des situations de guerre. La recherche du pouvoir, les conflits entre communautés, la discrimination, la corruption et aussi le racisme, bien évidemment. Nous avons la manipulation des jeunes, l'inégalité, le dénigrement et l'incompétence de nos administrations, le manque de confiance en soi et le problème de différence. On se dit que voilà, je suis différent de l'autre alors que nous sommes égaux, nous sommes tous, je veux dire, égaux devant le Dieu qui nous a créés. Il faut qu'on accepte l'autre tel qu'il est. Et cela directement entraîne des conséquences. Première conséquence, voilà, nous serons toujours en conflit avec l'autre. Bien avant même d'arriver sur le volet, je vais dire, territorial, tout un pays. Si là, aujourd'hui, j'ai un conflit avec quelqu'un dans cette salle, je ne l'accepte pas comme il est, voilà, j'ai un problème avec lui, j'ai un rapport avec lui, déjà il y a un conflit qui est là. Avant d'arriver dans une commune, jusqu'à ce qu'on arrive dans un territoire pour affecter tout un continent. Donc le problème est d'abord personnel. Il faut accepter que voilà, je veux une paix intérieure, accepter l'autre comme il est et éviter d'aller en conflit avec l'autre. Donc, comme conséquence, je le disais, nous avons la guerre, la pauvreté, nous avons les morts, nous avons l'exil comme conséquence. Parce que voilà, quand il n'y a pas une stabilité, voilà, les gens vont immigrer, ils vont quitter ce territoire de stabilité pour rejoindre un autre territoire, surpopulation. Quand il y a la surpopulation, il n'y a pas de place pour tout le monde, ça commence à engendrer beaucoup d'autres conflits. Les jeunes se détestent entre eux, le pays est freiné, le développement du pays est carrément freiné. Il y a le recul de l'économie, l'insécurité, des grèves et des émeutes. Il y a la haine, la violence. Le taux de banditisme augmente et cela affecte négativement l'épanouissement, donc qui va directement vers la délinquance. Comme solution, ce que nous proposons, c'est quoi? Pour commencer, il s'agit de l'éducation. L'éducation personnelle et l'éducation de nos petits frères, l'éducation de nos enfants. Plus l'enfant il est petit, plus vous devez lui inculquer des valeurs morales, lui montrer le savoir-vivre, le savoir-être, d'accepter son prochain tel qu'il est, d'enlever tous les préjugés. Telle communauté ici, telle ethnie ici. Et quand ça commence comme cela, l'enfant est bien éduqué dès le bas âge, il va grandir avec. Et il va cultiver dans son cœur, voilà, ce comportement d'accepter tout le monde comme il est. Et dans ce cas, je ne pense pas que vraiment il y aura un conflit direct avec quelqu'un. Mais au-delà de ça, on peut être confronté à d'autres choses bien pires, mais c'est que déjà une éducation qui commence dès le bas âge, cela aura un impact carrément sur tout un pays. Pour le panel, l'atelier 1 que mademoiselle vient de dire par exemple, on dit souvent que une femme, lorsqu'elle éduque un enfant, c'est toute une génération. Quand tu éduques très bien ton enfant, c'est toute une génération qui vient l'éduquer. Donc il faut que nous mettions l'accent sur ça. Mais quand nous disons mettons l'accent sur les enfants, ce n'est pas seulement les parents. On a des petits frères qui sont là, un petit frère de 4 ans, 5 ans qui est encore là. Tu te dois aussi lui montrer ce que c'est que les règles de bienséance, le savoir-vivre, le savoir-être. Il y a aussi de notre ressort de faire cela. Et quand tu expliques tout cela, je pense aussi que c'est l'auto-éducation aussi. Tu ne peux pas conseiller à un enfant d'être bien alors que toi-même tu ne l'es pas. C'est se mentir à soi-même et ne pas être honnête envers soi-même. La promotion des activités sportives. Oui, si je prends l'exemple du football, on dit souvent que le football unit les peuples. Donc, quand nous parlons d'activités sportives, ces activités-là, ce sont des activités qui rassemblent les gens. À un moment donné, les gens oublient un peu leurs différences. Pour tous, si nous avons une compétition de foot, de basket, pour participer à notre pays, nous voyons que nous dépassons carrément nos différences et nous supportons tous notre même pays. Donc à ce moment donné, pourquoi est-ce que dans une seconde, cette seconde-là, où nous sommes tous derrière ce pays-là,
notre pays, on ne se regarde plus que voilà, tel vient du nord, tel vient du sud. Et la petite anecdote que que je vais vous raconter, c'est lors de la finale de la CAN entre le Sénégal et l'Algérie. À la frontière de l'Algérie, Algérie-Maroc, lorsque l'Algérie a gagné la CAN, il y a les Algériens qui étaient de l'autre côté et les Marocains, ils ont tous célébré la victoire de l'Algérie. Tous ensemble, ils sont pris entre eux. Juste une seconde, on voit que voilà, on peut être unis. Après tout, les problèmes peuvent venir, ok. Mais juste une seconde. Dans cette seconde, ils ont oublié qu'ils avaient des différences. Ils ont tous célébré cela. Et pourquoi pas ne pas faire perdurer cela? Donc c'est dans ce sens-là que voilà, nous avons parlé. Activité sportive, c'est juste un but. Alors, nous avons l'intégration aussi. C'est l'intervention d'un frère malien qui a parlé de... Nous sommes tous étudiants au Maroc. Quand nous arrivons, nous savons tous que beaucoup d'entre nous ont du mal à s'intégrer. Mais nous nous organisons aussi parce que je vais appeler des clans. C'est-à-dire qu'on refuse même d'accepter, je vais dire, les Marocains. Nous avons ce problème-là envers eux. Mais il faut que nous dépassons cela et nous devons savoir que nous sommes dans un pays où nous devons nous intégrer avec tout le monde. Avoir l'esprit de panafricanisme, promouvoir cela. Et pour finir, nous organisons tout le temps forums, conférences, des tables rondes pour discuter, mais il faut que nous agissons. Il faut que nous agissons. Et pour finir, lors de notre atelier, qu'est-ce que nous avons fait? Chacun s'est salué, a salué son frère qui est à côté, c'est-à-dire il a accepté. On a même fait un câlin entre nous. Alors c'est ce que je veux vous demander. Saluez votre frère qui est à côté de vous, acceptez-le comme il est. Et cela montre en fait aussi, lui, il faut que tout le monde le fasse. Saluez votre frère qui est à côté de vous. Voilà, c'est comme ça la paix commence. Et on ne peut pas, la paix doit être universelle. Et la paix ne peut être universelle si nous ne sommes pas unis vers. Merci. Question? C'est la 4e fois qu'il est là. C'est la 4e fois qu'il a parlé des choses aux autres.